pour cette édition, chers auditeurs, nous retrouverons dans quelques instants Jean-Marc Bellotti, qui est coordinateur de la Fédération française des motards en colère. Il nous retrouvera donc dans quelques minutes et on va commencer à parler de ce sujet des ZFE avec le reste de l'équipe qui est avec moi. Bonjour, rebonjour, chère Liselotte. Nous sommes avec vous. Merci. Et nous sommes aussi avec tous les auditeurs. D'ailleurs, chers auditeurs, commentez en direct. Parlez-nous aussi des ZFE. Est-ce que certains seraient impactés si jamais cela passait voilà, Posez vos questions aussi, peut-être. Posez vos questions qu'on pourra poser à Jean-Marc Bellotti lorsqu'il sera avec nous. Mais témoigner aussi, c'est important parce qu'on en parlait hier avec François Bousquet. Les gens ont du mal à témoigner. C'est important pour faire société, d'ailleurs, de pouvoir partager une expérience commune. Et en l'occurrence, je pense que les ZFE, c'est quand même un sujet qui traumatise largement les Français. Je vais faire un petit sondage, tiens, pour savoir les critères des voitures des gens qui nous écoutent. Ah bah voilà, bah moi le mien, j'ose même pas regarder. Parce que oui, j'ai une nouvelle voiture, mais alors là, je vous raconte pas. Vous parlez de votre Maserati, Liselotte Oui, Maserati, oui. Non, c'est j'aime beaucoup ma nouvelle voiture. On me reparlera d'en parler. Sur le témoignage, oui, n'hésitez pas, chers auditeurs, dans les commentaires des vidéos. J'ai regardé les commentaires sous la vidéo, justement, sous François Bousquet, justement. Beaucoup de témoignages d'auditeurs qui nous expliquaient qu'ils avaient vécu le racisme anti-blanc il y a déjà 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc, n'hésitez pas sur les ZFE à expliquer à quel point ça vous impacterait. Mais Louis nous a préparé des chiffres. Non, mais parce que c'est vrai qu'il y aura un impact et il faut toujours le rappeler que les ZFE ont été votés donc, en 2019, lancés en 2019, manigancés dans les accords de Paris qui étaient en 2015-2016. Ça, c'est Judith Van Traub qui le révélait. Et c'est Édouard Philippe qui a lancé cette votation. Et donc maintenant, on continue dans cette lancée, dans cette folie. Et j'avais fait une chronique il y a quelques jours qui révélait donc quelques détails intéressants, donc issus d'une étude d'Hexagone, de l'Institut. Dans les communes où les véhicules critères 3, 4 et 5 sont majoritaires, le taux de chômage s'élève à 10%, bien au-dessus de la moyenne nationale qui est à 7%. Donc ça touche évidemment à fond les pauvres, vraiment en pleine figure. Et dans ces zones, le revenu médian plafonne à 17 000 euros par an, contre 23 000 euros en moyenne nationale. Et c'est un cercle vicieux, parce qu'en fait, quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas s'acheter de nouvelles voitures, et quand on n'a pas la bonne voiture pour aller travailler, on est encore plus pauvre. C'est vraiment, ils ont eu un éclair de génie. Ouais. Et point intéressant, dans les communes où les voitures critères 3, 4 et 5 sont nombreuses, Marine Le Pen a obtenu 29% au premier tour de la dernière présidentielle, soit 9 points de plus qu'Emmanuel Macron. Donc là, vraiment, on touche au gueux directement, là, pour le coup, dans tout ce qui représente. Oui, on touche quelque part en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'on voit une séparation sociologique et électorale assez claire. En fait, les seules personnes qui seront impactées, qui seront touchées, pardon, le mot impacté, il faut le bannir, oui, c'est vrai, qui seront touchées par les ZFE, en fait, ce sont les électeurs de Marine Le Pen, d'une certaine façon. Parce que sinon, les autres personnes sont généralement des personnes qui ont accès aux transports en commun, de manière assez large, ou alors des classes supérieures qui peuvent ou qui peuvent se payer des véhicules très récents, quitte à ce que ce soit des gros SUV qui roulent dans les rues de Paris. Mais effectivement, la personne qui va avoir sa pauvre et brave d'ailleurs Clio 2 de 2008 par exemple, elle sera directement touchée. Et alors qu'il y a quand même un critère dont on ne parle pas, c'est que ces fameux SUV en fait, qui sont plus modernes et qui donc ont de meilleurs filtres, etc. Le problème, c'est qu'ils sont aussi généralement beaucoup plus lourds et donc du coup ils consomment beaucoup plus pour rouler. Et je peux même ajouter qu'il y a le syndrome des véhicules hybrides rechargeables qui ont beaucoup d'avantages puisque vous avez une autonomie supplémentaire avec les deux moteurs. Mais il y a beaucoup de gens, des Parisiens notamment et des Franciliens, qui prennent ces véhicules parce qu'ils ne payent pas le stationnement à Paris qui est devenu hors de prix. Je peux vous en parler. Ouais. Et du coup, en fait, ces gens-là roulent avec la version, le mode essence et pas le mode électrique puisqu'ils ne les rechargent pas. Mais quand même, donc ils polluent encore plus parce que les voitures sont plus lourdes. Ils ne payent pas le stationnement et par contre, ils ont le droit de stationner, contrairement à vous, Liselotte. Oui, 50 € les 4 heures le stationnement à Paris. Ouais, moi j'ai calculé, j'ai dû changer 3 fois de voiture grâce à Hidalgo. Au début, c'était à cause des plaques pair et impair. Comme ma femme avait le même que moi, je ne pouvais pas venir, donc j'ai changé. Après, il y a eu le coût des véhicules hybrides, parce que sinon, on ne pouvait pas rentrer dans Paris. Et après, il y a eu le coût des stationnements qui sont devenus vraiment prohibitifs. Et puis, ce que nous expliquait Pierre Merat, en plus, sur ces véhicules neufs et lourds, c'est qu'en fait, plus un véhicule est lourd, logiquement, plus il va y avoir de frottement sur les suspensions et sur les pneus durant le freinage. Or, ce frottement, justement, crée environ 40% des particules fines
qui sont incriminés par la loi sur les ZFE. C'est ça qui est assez impressionnant. Donc quelque part, en fait, les nouveaux véhicules, en fait, tendanciellement, ils consomment moins parce qu'en fait, ils sont plus récents, ils sont mieux construits, etc. En fait, ils vont avoir un côté où, s'ils sont plus lourds, ils vont peut-être moins consommer et donc moins créer moins consommer d'essence, etc. D'un autre côté, ils vont plus consommer créer de particules fines, notamment à cause justement des suspensions et des freins. C'est ça qui est assez fascinant. Oui. Et puis les objectifs principaux, c'est d'émettre moins d'émissions, bien sûr, mais d'amener tout le monde de force vers l'électrique. La voiture électrique qui est vraiment très boudée, on le voit au niveau des ventes. Et même la voiture, dans sa généralité, baisse aussi. On avait eu un reportage récemment. Et c'est vrai, on va les emmener de force, forcément, même si ça coûte des dizaines de milliers d'euros et qu'on n'a pas les moyens. C'est complètement hypocrite. On est dans une société où on nous explique en permanence qu'il faut recycler, qu'il faut arrêter d'acheter neuf. Il y a plein d'initiatives qui se lancent en ce sens. Et par contre, là, on est en train de nous expliquer toutes vos voitures là, qui pourront plus rouler, vous les laissez au garage tranquillement, puis on ne sait pas. Ou alors ça ira en flou. Il va y avoir un renouvellement du parc automobile qui va être assez impressionnant. Et d'ailleurs, en fait, c'est ce sur quoi jouent certains... justement les macronistes notamment, qui expliquent que en fait si on délaye simplement l'application des ZFE, par exemple au lieu de les appliquer l'année prochaine, on les appliquerait dans 5 ans, et ben en fait ça correspondrait au renouvellement du parc automobile français peu ou prou. Donc en fait quelque part peut-être les conséquences seraient sans doute moins terribles, mais en fait si on imagine que les critères, les vignettes critères seraient elles-mêmes réévaluées au fil du temps, et donc en fait c'est le serpent qui finit par se mordre la queue. Oui. Les critères 1 et 2 ne doivent pas se sentir en sécurité, ils seront touchés un jour ou l'autre. Il faut citer je crois que le plus radical sur cette question des ZFE, c'est le maire de Grenoble, Éric Piolle, si je me souviens bien, qui vraiment lui a averti et souhaitait mettre en place une interdiction pour les critères 2 et souhaitait même appliquer les amendes tout de suite. C'est quand même assez... Non, mais c'est terrifiant. Cette gauche sociale, encore une fois. Oui, encore une fois. Donc, c'est toujours les pauvres. Et d'ailleurs, cette question, Alexandre Jardin a raconté une anecdote. Vous savez pourquoi les pauvres sont à l'Est et les riches à l'Ouest en France ? Il nous l'avait dit à l'antenne, mais je vous laisse le dire. C'est une histoire de vent. Ouais. C'est parce que le vent souffle généralement d'ouest en est. Et généralement, voilà, c'est pour que les pauvres se prennent la pollution dans la figure. Bref, c'est une anecdote quand même assez intéressante. Mais on voit bien qu'on rentre dans un système assez difficile et on commence à entendre aussi ceux qui défendent ce système, les Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre qui porte ce projet. Et Alexandre Jardin avait raconté une anecdote, quand même un élément très, très important sur la dévaluation massive des véhicules qui ne pourront plus être vendus, c'est-à-dire les vieux véhicules que généralement on revend, les véhicules d'occasion, sauf qu'ils ne pourront plus aller nulle part, en tout cas dans les grandes villes. Et sachant que les ZFE ne touchent pas que les grandes villes, touchent aussi les autoroutes, certaines rocades. Donc ça immobilise absolument tout le monde, tous les pauvres qui ne pourront plus aller nulle part. Donc c'est ça le vrai scandale. Et donc il a précisé cet élément à Agnès Pannier-Runacher, qui a tout de suite pris son téléphone pour appeler un grossiste et tenter d'évaluer la somme. Ça veut dire qu'il y a des choses, ça n'a pas été estimé. Ça n'a pas été estimé. C'est ça qui est dingue, et c'est ce que Alexandre Jardin répète dans toutes ses interventions. Cette mesure a été lancée sans qu'il y ait d'estimation claire et d'études nettes là-dessus, quoi. C'est incroyable. Et surtout, il n'y a pas de plan global avec tout ça. C'est ça qui est assez fascinant. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait se dire, on interdit certains véhicules dans les grandes villes, etc. Mais d'un autre côté, on va mettre beaucoup plus de transports en commun. On va mettre des places de parking à l'entrée des villes. Je dis pas que ça résoudrait tous les problèmes, bien sûr, mais on mettra peut-être plus de manières de se déplacer en dehors de la ville jusqu'à l'intérieur, et en fait peut-être que ça créera justement une forme d'écosystème qui permettrait, et quelque part c'est une vision globale, mais c'est toujours la même politique, c'est-à-dire qu'on commence par interdire les voitures et après on réfléchit éventuellement ou pas à une solution alternative ou de rechange. Et c'est vrai qu'avec la meilleure volonté du monde, enfin nous avec nos horaires déjà c'est plié, mais même si vous habitez à 20 km de Paris ou à 30 km de Paris, en transport en commun c'est un cauchemar si vous mettez trois fois le temps, sans parler des risques. Puis c'est ça, il y a aussi l'insécurité, il y a tous les problèmes techniques, mais aussi simplement humains. Moi quand je vais simplement, je rentre du restaurant un soir, même s'il n'est pas si tard, avec des amis, en fait, je prends ma voiture. J'ai pas envie de me retrouver dans le métro toute seule pour rentrer en banlieue. Mais ce qui est amusant de voir, c'est que la publicité qui fait donc la promotion des voitures, dont tous les écrans sont remplis ils sont toujours marqués en bas, en gros, achetez-les, mais les utilisez pas, quoi. Vous voyez, c'est privilégier les transports en commun. C'est quand même assez paradoxal et c'est révélateur de notre monde, je trouve. Oui, et puis ça fait un fonctionnement, comme on le disait, qui se fait à l'envers, qui se fait pas forcément de façon
logique. Et en fait, globalement, effectivement, on pourrait se dire, c'est comme par exemple l'interdiction des vols intérieurs, qui est une très bonne chose en France. En fait, le souci, c'est que c'est pas couplé à une baisse radicale du prix du train, par exemple, ou à d'autres problèmes. Mais nous voyons notre invité qui... Il y a une moto qui arrive à toute vitesse. C'est vrai qu'on pourra parler des prix du train la prochaine fois, parce que ça aussi, c'est quand même un scandale. Hein. Oui. 300 € pour aller à Avignon depuis Paris, faire 2h30 de train. Bon, du coup, j'irai pas. Voilà. Voilà. On a un monsieur très en colère qui arrive en moto. On a un monsieur très en colère, Jean-Marc Bellotti. Merci d'être avec nous ce matin. Nos auditeurs vous attendaient avec impatience. Alors vous êtes très engagé sur ce sujet des ZFE et plus largement, vous combattez cette politique qui fait la guerre à tout ce qui pourrait consommer de l'essence de près ou de loin. Non, on ne fait pas la politique sur l'égard de ceux qui voudraient éviter de consommer de l'essence. C'est juste que les zones à faible émission, en fait, c'est une mesure qui pourrait être prise pour l'écologie, mais qui en fait est une mesure totalement antisociale. Et c'est ce type de mesure écologique qui se prend sans et contre les citoyens. Et ça, c'est pas admissible parce que ça tend à demander aux citoyens, enfin pas leur demander, à leur imposer aux plus démunis de rester chez eux, d'assigner à résidence. Et en fait, ça, c'est pas acceptable puisque en fait, ces mesures, elles se basent sur la vignette critère qui est par année. Et donc, si votre véhicule est jugé trop ancien, eh bien, vous n'avez plus le droit de l'utiliser. C'est-à-dire que c'est même pire que ça. Dans les grandes métropoles, non seulement vous ne pouvez pas rentrer en ville, mais sur certaines grandes métropoles où il y a des villages en province qui font partie de la métropole et qui sont à 10 km d'un autre village ou autre chose et qui n'ont pas de transport en commun, eux, ils ne peuvent même pas sortir de chez eux. Oui, voilà. C'est le cercle vicieux dont on parlait il y a quelques instants en équipe. Cette mesure, elle va concerner principalement les classes les plus pauvres, celles qui n'ont pas les moyens de changer leur véhicule, le même véhicule qui généralement leur permet de pouvoir aller travailler, ce qui va les appauvrir encore plus. Tout à fait, tout à fait. Et j'ai pour habitude de dire que lors du confinement du Covid, il y a quelques années, on applaudissait les soignants, les forces de l'ordre, les gens qui ouvraient les magasins d'alimentation pour nourrir toute la France, on les applaudissait. Et ces gens-là, ils n'ont pas les moyens d'habiter dans les grandes villes, en tout cas à Paris notamment, parce que Paris est très cher, donc les gens, ils s'exportent vers l'extérieur. Et maintenant, ces gens-là, on les applaudit plus, on leur dit restez chez vous. Et ce qui se passe, c'est que justement par rapport à ce prix des loyers dans les grandes villes, alors c'est Paris, c'est Lyon, c'est toutes les grandes villes, eh bien les gens, ils s'exfiltrent vers la petite banlieue. La petite banlieue devient très chère aussi parce qu'il y a de la demande, donc ils s'exfiltrent vers la plus grande banlieue. Et ça crée du besoin de transport. Sauf que les transports, ils ne vont pas aussi vite que les gens qui vont déménager plus loin parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et donc, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on veut imposer des ZFE, des zones à faible émission. On veut imposer aux gens de ne plus utiliser leur véhicule, mais il n'y a pas de mesures alternatives pour ça. Alors, encore plus en province, parce qu'en province, autant sur Paris, pratiquement 100% des Parisiens, je parle des Parisiens intramuros, je ne parle même pas de la banlieue, parce que là c'est encore différent. Parisiens intramuros, ils ont accès au transport en commun à 100% d'entre eux, bus, métro, tramway, etc. En province, c'est 80% des citoyens qui n'ont pas accès au transport en commun. Et ceux-là, comment ils font ? Donc on se demande comment des élus politiques, des énarques, qui sont entourés de conseillers, ont pu prendre une mesure aussi absurde sans prévoir que ça allait leur péter au nez un jour. Alors, ils ont été confrontés à un moment donné quand même à ces questions et pourtant on n'a pas vraiment de réponse. Ah ben non, on n'a pas de réponse parce que, vous savez, le problème de nos élus, on a un système politique en France qui fait que avant le vote, on est en démocratie. C'est-à-dire les élus viennent vous voir, ils viennent vous draguer sur les marchés, vous distribuez des petits papiers, machin, etc. Voilà. Et puis, une fois qu'ils sont élus, ils appuient tout seuls sur le bouton, ils ne demandent plus rien à personne. Et là, on passe dans un système de démocrature. C'est-à-dire qu'en gros, ils font tout seuls. Et si vous voulez les rencontrer, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Nous, la Fédération française des motards en colère, on se bat contre ces ZFE depuis 2010. Parce que c'est pas nouveau, les ZFE. Depuis 2010, ça s'appelait les APA, Zones d'action prioritaire de l'air. C'était porté par Nathalie Kosciusko-Morizet. On était déjà allé les voir, on leur disait attention, c'est dangereux ce que vous faites parce que socialement, ça ne tient pas. Après, ça s'est appelé ZCR, Zone à circulation restreinte. Comme le nom il était un peu violent, ils ont changé ça en ZFE. Mais c'est exactement les mêmes choses. Voilà. Donc ça n'a pas changé. Et curieusement, comme on en parle de plus en plus aujourd'hui, certains élus commencent à se dire, et les mêmes qui ont voté,
et les mêmes qui ont voté, parce que ce soit de droite ou de gauche, ils ont tous voté ces mesures. Et ceux-là commencent à se dire, ah oui, mais bon, c'est peut-être un peu violent, c'est peut-être antisocial, va falloir qu'on revoie un petit peu la copie. Voilà. C'est curieux. C'est la droite qui est en train de reculer là-dessus, pour le moment, qui a changé de position, et le RN qui, pour le coup, est fondamentalement opposé. C'est à peu près ça, le clivage politique. Pas que, curieusement, pas que, parce que même des partis à gauche, même à gauche de la gauche, commencent à revenir en arrière et ont même fabriqué des stickers, des autocollants, en disant non aux ZFE. Quel parti, en l'occurrence ? Je ne fais pas de politique, donc je ne nomme jamais de parti. Nous, la FFMC, on fait de la politique parce qu'on parle aux gens, on parle aux élus. Donc c'est de la politique du nom politis à grec, on fait de la politique. Mais on se refuse à faire de la politique partisane. Voilà. Donc, en tout cas, c'est même sur leur site, si vous voulez chercher un peu, vous allez voir certains partis à la gauche, voire la gauche de la gauche, qui, tout d'un coup, paf, ils ont eu un déclic. Et voilà. Et Jean-Marc Bellotti, vous représentez une fédération française de motards. Dans quelle mesure les ZFE vont toucher les motards ? Est-ce qu'il y aura une différence de traitement par rapport aux automobilistes ? Comment ça va se passer ? Alors pas du tout, on est mis dans le même panier, curieusement parce qu'on apporte quand même quelques avantages en termes de mobilité. Nous on consomme pas de diesel, ça n'existe pas les deux roues motorisées au diesel. Donc on émet très peu de particules fines puisque les particules fines sont émises par le diesel, mais également par l'abrasion des pneus sur la route et le freinage. D'accord. Nous, notre système de freinage, il est beaucoup moins important que celui d'une voiture qui ferait 2 tonnes, parce que vous n'avez pas échappé que les voitures sont de plus en plus grosses, donc de plus en plus lourdes, et voilà, donc il faut des systèmes de freinage importants. Nous, on consomme pas de diesel, on a un système de freinage beaucoup moins important. On prend beaucoup moins de place sur la route. Notre espace intérieur est optimisé parce qu'il est occupé à 50% puisqu'il n'y a que 2 places, alors qu'on voit des gens qui viennent travailler avec des véhicules qui ont 5 places et ils sont seuls dedans. Cela dit, on ne stigmatise absolument pas les automobilistes puisqu'ils ne peuvent pas faire autrement s'ils prennent leur voiture. Je pense que ce n'est pas un plaisir pour les gens de prendre leur bagnole et rentrer dans les grandes villes avec des heures et des heures d'embouteillage. Voilà. Donc en gros, nous, oui, on est soumis à la même politique que les voitures. C'est pour ça qu'on s'oppose à ces mesures. Et on ne s'oppose pas que pour nous. Pour le coup, là, ce n'est pas un combat motard, c'est vraiment un combat pour tous les usagers. Et la manifestation que nous avons faite dimanche dernier, c'était vraiment ouvert à tous et à toutes. Et surtout, on a fait une manifestation qu'on n'a pas l'habitude de faire. Nous, en général, les motards, quand on fait une manif, c'est une manif roulante. Voilà. Là, on a fait un statique de 2 heures, de façon à pouvoir accueillir un piéton ou un automobiliste pour suivre un cortège de motards, c'est pas facile. Donc, on a fait un statique de 2 heures pour pouvoir accueillir tous les gens qui voulaient nous rejoindre. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'on avait plus de 200 piétons, ce qui était quand même plutôt sympa, avec des gens de profils extrêmement différents. On avait même des Parisiens qui étaient là, qui nous disaient nous, on n'a pas de voiture. Une dame qui me disait moi, j'ai pas de voiture, donc j'ai pas besoin de voiture, je suis dans Paris Centre. Mais par contre, solidairement, je suis avec vous parce que c'est pas normal, c'est ce genre de mesure. Et voilà, donc là, tous les gens nous ont rejoints. On a même des élus qui nous ont rejoints. Ok. Alors, bien évidemment, on a été contactés par des partis que je ne nommerai pas, mais qui nous ont dit nous, on est avec vous. Alors, nous, on ne veut pas être récupérés politiquement. Donc, autant on accepte tous les élus du peuple, de quelque bord politique qu'ils soient, d'accord, mais on refuse les représentants de partis. Grosse différence. D'accord. Voilà. On ne veut pas se faire... Voilà. Ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, par exemple, ils se sont fait infiltrer de tous les sens. Oui. Bon, on a vu ce que ça a donné. Les revendications, ensuite, étaient totalement différentes les unes des autres. Voilà. Mais ça a été une révolte populaire, les Gilets jaunes. Et c'est ça qu'il faut retenir. Malheureusement, nos élus, pendant les Gilets jaunes, ils flippaient dans tous les sens, on se demandait qu'est-ce qui va se passer. Ils n'ont pas compris la leçon, là, ça y est, ils sont repartis. Ils flippaient, mais ils n'ont pas vraiment agi en conséquence. Et là, vous ne craignez pas que ce soit la même chose, parce qu'on fasse ou non de la politique, on peut quand même considérer qu'il y a une certaine caste politique qui a tendance à assez peu écouter les revendications populaires. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Là, de toute façon, c'est factuel, c'est pas une impression, c'est factuel. Les Gilets jaunes, ils sont passés, boum, ça y est, ça recommence comme avant. Ouais. De toute façon, si on regarde bien le paysage politique français, avec tous les partis, aujourd'hui, un élu, quand on voit bien ce qui se passe, parce qu'on voit quand on essaie de les rencontrer, c'est compliqué, ils sont obtus, ils sont tous dans une ligne, c'est-à-dire ceux qui sont à gauche, ils sont à gauche, ceux qui sont à droite, sont à droite. Et il n'y en a pas un qui se dit, effectivement, peut-être qu'il y a des choses bonnes à prendre un peu des deux côtés. Je veux dire, un certain parti ne dit pas que des âneries, et l'autre partie ne dit pas que des choses bonnes. Donc, à un moment, voilà, il faut mixer tout ça. Et la problématique aujourd'hui de nos élus, c'est que je pense et nous pensons que d'abord, ils travaillent pour leur carrière politique. D'accord ? Ils s'installent bien, là. Ensuite,
ils travaillent pour leur parti, qui commencent à appeler famille politique. Moi, je suis d'origine italienne. Donc, je sais ce que c'est qu'une famille, c'est la mafia. Voilà. Donc, ils s'en cachent plus. Famille politique. Et ensuite, quand il reste un petit peu de temps, ils vont peut-être travailler un peu pour la population. Voilà. Et ça, c'est compliqué quand même, de travailler avec des gens comme ça. Parce que nous, on voit quand on essaye de les rencontrer, quelque bord que ce soit. Qu'est-ce que vous conseillez de faire aux Français, justement, là, qui s'inquiètent? On a l'impression que le projet, quand même, est en train de reculer. Il est quand même sacrément remis en question. Néanmoins, ça fait quand même plus de 10 ans, 15 ans maintenant que cette question-là est sur la table. On n'est pas à l'abri que d'ici quelques mois, quelques années, il ressurgisse à nouveau. En tant que Français, normal, qui serait confronté à ce problème, comment est-ce qu'on fait pour s'y opposer? Jean-Marc Bellotti. Alors attention, parce que le projet n'est pas enterré. Et oui. là, ça va passer à l'Assemblée nationale, peut-être aujourd'hui, et peut-être que ça va être reporté en juin, parce que le gouvernement est en train de ramer à fond pour que ce soit reporté. Donc ça, c'est une chose. Et la seconde chose, c'est de dire aux Français, mais redevenez des Gaulois réfractaires. À un moment donné, anticipez. Sortez dans la rue pour défendre vos droits. Et défendre ses droits, c'est pas une option. C'est un devoir. Ouais. C'est ce qui fait la différence entre un administré et un citoyen. Quand on défend ses droits, on est un citoyen. Quand on se laisse faire et qu'on baisse la tête, on devient un simple administré. Mais il faut prévoir. Et la problématique de toutes les populations, parce que c'est comme ça, que ce soit en France ou ailleurs. En France, on sort un peu plus dans la rue. Mais ailleurs, c'est un peu la même chose. Et les élus politiques le savent bien, comment ça se passe. Ils comptent sur l'usure. Parce que les personnes, elles vont faire une manifestation, elles vont sortir dans la rue pour un truc, elles vont se mobiliser. Puis bon, à un moment donné, l'heure elle tourne, il faut rentrer à la maison, les traites du pavillon à payer, machin, etc. On est dans notre petit confort et puis on s'installe dedans. Mais le problème, c'est qu'il faut vraiment réagir. Et l'autre problématique, c'est que les gens ne réagissent que quand ils sont au pied du mur. Okay, vous le disiez, les zones à faible émission, ça date depuis plusieurs années quand même. Comment se fait-il qu'on ne soit pas mobilisé avant? Enfin, nous, à la FFMC, je vous dis, on s'est mobilisé depuis 2010. Mais parce que la verbalisation n'est pas encore mise en place parce qu'ils n'ont pas les moyens de mettre les caméras partout où ils veulent. Et parce qu'aujourd'hui, bon an, mal an, vous pouvez... moi, je suis avec une moto qui n'a pas le droit de rouler dans Paris, en vignette critère. Je roule tous les jours, j'ai pas de problème. Voilà, tant que ça vous tombe pas sur la tête, vous réagissez pas. Mais le problème, c'est qu'une fois que tout l'arsenal répressif va être mis en place, là, ça va faire très mal. Et les gens vont dire je suis pas content. Oui, on pourrait être verbalisé plusieurs fois par jour si le système est bien mis en place, bien mis en place plusieurs fois par jour, bien sûr. Et ce qui est fou avec ces aides-feux, alors donc c'est ça. Le problème, c'est que les gens se laissent faire. Bon, voilà, il faut qu'on redevienne, il faut qu'on reprenne notre identité de Français, à un moment donné. Et on est connu dans le monde entier pour ça. Moi, je vous dis, je suis d'origine italienne, je suis né en Italie, mais je me sens 2000% français. Moi, quand je vais voir ma famille en Italie, ils me disent je comprends bien, vous les Français, à chaque fois vous bougez, au moins vous défendez vos droits et tout. Oui, mais bon, vous avez qu'à faire la même chose, les gars. Donc voilà, on est connus dans le monde pour ça, mais il ne faut pas faiblir, il ne faut pas mollir, il faut continuer. Voilà. Et la problématique de ces aides-feux, c'est une usine à gaz, mais incroyable. C'est-à-dire que, mais honnêtement, on se demande comment ils ont pu pondre un truc pareil. C'est-à-dire que déjà, elles n'ont pas toutes les mêmes références. C'est-à-dire que quelqu'un qui va décider, un Lillois, qui va se dire tiens, je vais aller passer mes vacances dans le sud de la France, il va traverser toute la France, il va passer par des législations totalement différentes en fonction de la métropole qu'il va traverser. En 10 secondes, Jean-Marc. C'est un casse-tête. C'est un véritable casse-tête. C'est un truc de fou, c'est un véritable casse-tête. Et forcément, il va se mettre, sans le vouloir, en illégalité. Obligatoirement, il va se mettre en illégalité. Donc, c'est pas acceptable. Jean-Marc Bellotti, on arrive à la fin de cet entretien. Je pense que le maître mot qu'il faut retenir, chers Français, c'est que il ne faudra pas baisser les bras, pas baisser la tête, s'engager. Rien n'est une fatalité, il faut s'engager. Merci beaucoup, Jean-Marc Bellotti, d'avoir été avec nous. Vous êtes donc coordinateur de la Fédération française des motards en colère. On vous souhaite bon courage pour la suite. Et puis on vous retrouvera peut-être, mais aucun problème.